Bon vendredi tout le monde et bienvenue dans le show du vendredi. Vous voyez à chaque semaine les meilleurs moments de nos intervenants dans toute liberté sur la chaîne de Yann et Frank. Cette semaine, on commence avec notre journaliste de la Côte-du-Sud, José Soucy, avec qui je débattais fortement que le gouvernement, l'État québécois, en mange tout le temps, en veut toujours plus, puis c'est tout le temps de notre faute. Tu sais, avec tout ce qu'on donne au gouvernement là, en taxes et en impôts, OK? Et du même souffle, on voit toutes les dépenses qu'ils font et qu'il n'y a aucune enquête. Tu sais, il n'y a rien alors que c'est de l'argent qui est garoché par les fenêtres. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire à un moment donné? Lorsque tu n'as plus confiance en tes élites, il va y avoir un marché noir qui va se créer. Les gens vont travailler de plus en plus en dessous de la table. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'impression. Puis de toute manière, il y a un sondage qui est sorti récemment. 75% des gens, des Québécois, trouvent qu'on n'en a pas pour notre argent. On s'en sac de ça, c'est pas important. Non, mais je veux dire, tu sais, j'ai l'impression... Paye le cave, Non, mais c'est ça. Je suis trop un conservateur, je suis juste un gars qui regarde les choses. Eh non! Ça, c'est le mental politico-médiatique québécois. C'est quand c'est rendu que simplement demander une saine gestion des finances publiques, c'est de l'extrême droite. Non, sérieusement. Tu sais, on n'est pas capable de se remettre en question. C'est tout le temps là. Tu sais, on perd des milliards, des millions pour telle affaire. C'est pas grave. Mais si l'autre, le taouin, t'as le simple citoyen à 12 cents de manque payé, le ministère du Revenu va sortir quasiment avec la soie. Il va t'envoyer une lettre. Je me souviens, une de mes ex-conjointes devait une scène, je pense. Elle recevait des lettres pour sa scène. Non, c'est ça. Mais lorsqu'on a 500 millions, on a minimum 475 millions de payants en trop pour Clic-Sac, on parle d'un foutu programme informatique où on construit rien, là. Pas d'enquête. Ils sont où les enveloppes? Envoyer des enveloppes pour dire que vous devez 475 millions. Non, ils n'enverront pas, il n'y a pas de problème. Mais qui est imputable pour cet échec-là? Personne. C'est ça, c'est encore une fois, gouvernement. Les problèmes, on les garage vers l'avant. Si on manque d'argent, on va vous taxer davantage, par contre. Exactement. Puis on n'osera jamais, on va oser. C'est tout le temps, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. C'est tout le temps, on augmente. La méthode Ginette Renault, je répéterai pas ça de 15 000 fois, mais c'est de même. On invente une nouvelle agence pour gérer les sociétés de transport, alors que la solution la plus fucking simple de l'univers, c'est couper dans les bullshit jobs. Hey, mais ça n'a pas de bon sens. Mais non, on touche pas à ça. Vous êtes contre les emplois de qualité, vous? On va mettre une nouvelle taxe. Ben oui. Les gens, tu sais, pourquoi pas? Ils s'en regardent jamais. T'es la méchante grosse femme, quasiment Garlock de Destroyer, elle mesure 600 livres, elle fait de l'embonpoint quasiment sur le bord de crever, ça prend quasiment une grue pour la trimballer. Après, elle dit, hey, toi, mange trop, toi. Tu vois, le gars, il a quasiment une shape d'anorexique. Mange trop, toi, donne-moi ta bouffe. Hey, c'est pas de bon sens, parce que moi, j'ai faim. Ben non, si tu la critiques, t'es grossophobe. Parce que moi, oublie ça, là, si j'ai pas de la bouffe de plus, ça va mourir, moi, là. C'est ça. Revenons au PQ. Pourquoi le PQ perd des points actuellement dans la région de Québec? La région de Québec, c'est relativement simple. C'est un peu plus conservateur que le reste, ça. Et la Beauce, ça, c'est un peu plus conservateur. Et les gens ici, ce qu'ils veulent, c'est une bonne gestion des deniers publics et ils veulent un troisième lien. Ouais, mais moi, je pense que le point principal, c'est même pas... Ben, oui, le troisième lien, c'est un point important de l'entrevue, mais je pense que le point principal, c'était vraiment de dire que c'est le modèle encore. C'est modèle oui, mais c'est tout ça. C'est l'éternel. Mais je pense que c'est le point principal. C'est l'éternel statu quo, puis on est la province/nation la plus imposée et taxée en Amérique du Nord, puis tu me sors en 2024 la raison pourquoi tout notre système fonctionne pas, de nos compétences à nous autres qu'on gère, pas le fédéral, c'est qu'il manque encore de l'argent. J'ai entendu Gaétan Barrette dans une entrevue à Cube Radio jeudi passé, il parlait des histoires des agences privées, le foutoir que le gouvernement s'est lui-même mis là-dedans, puis il se dit, il manque d'argent. Hey, tarouin, le budget de la santé, il a doublé en 10 ans. Calvaire. Mon cul qui manque de l'argent. C'est pas une question d'argent, c'est une question de dogmatisme, d'idéologie et d'incapacité de se remettre en question. Mauvaise gestion, surtout. Oui, c'est de l'organigramme. Je veux dire, à un moment donné, t'as plus de chefs que d'Indiens. Regarde au fédéral, là, ils veulent les faire rentrer 3 jours. 3 jours sur 5, et ça monte aux barricades. Une levée de bouclier, donc t'as pas de bon. Calvaire, à un moment donné, vous êtes déjà choyés de travailler pour le gouvernement fédéral avec des fichus de bonne paye. Je te dis pas que tout le monde se pogne derrière là-dedans, là, c'est pas ce que je dis. Sauf qu'on vous demande un minimum 3 jours. Tu te rends compte que nos élites sont complètement déconnectées des besoins de la population et de la pensée générale de la population. Les regroupements, c'est ça que le problème. Il n'y a jamais un moment à part les rares
conservateurs qui disent qu'à un moment donné, on peut-tu arrêter de taxer le monde? Ah non, non, non. Ouais, mais à Cube Radio, il en parle de plus en plus. Là. Martineau avec du Trisac. Là, il se rend compte. Même Mario Dumont, là, je le trouve, qui est pas mal meilleur cet ancien versus ce qui a été. Il en parle parce que le problème, ils ont tellement la face rentrée 30 pieds dans le mur de béton qu'ils commencent à goûter à la brique. C'est pour ça qu'ils en parlent. Oui, mais parce au que moins, c'est rendu il en parle. safe. Parce que c'est rendu safe oui, de parce le que faire qu'ils en parlent. Oui, mais tant mieux. Ça, au moins, c'est une avancée. Mais pour il est des trop gars comme nous tard. autres. Parce que quand c'est rendu, politiquement parlant et médiatiquement parlant, quand c'est rendu safe dans les médias mainstream de parler quelque chose, ça fait déjà de 6 mois à 12 mois que c'est déjà une crise. Ben, vois-tu, je ne partage pas ton pessimisme sur cette question-là. Je m'explique. C'est que déjà, moi, je vois un éveil. Il faut s'accrocher à quelque chose de positif. Là. Je suis conscient que si je me base sur mettons, les 5 dernières années des médias, je te donnerais raison. En contrepartie, je veux te dire qu'il y a un réveil qui se sent et ce que je ressens dans la population versus ce que j'entends, notamment avec le PQ qui sont encore dans l'ancien modèle. Justement, j'en parle. Peux-tu montrer à l'écran ce que Yves-François Blanchette a partagé, je pense, ça fait pas si longtemps que ça, sur sa page Facebook et sur X également. À la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, et il a dit, et je cite, « Devant ce possible pays et son modèle plus riche et vert, force est de l'admettre, la révolution tranquille n'est pas terminée. » Tu sais, écoute, j'ai vu récemment aussi passer pas wokiste ni duplessiste, indépendantiste. Écoutez, là, c'est parce que vous auriez peut-être quelques leçons à entendre de Maurice Duplessis. Je l'ai vu, là, il l'a repartagé récemment. Ouais. C'est la révolution tranquille. Je m'excuse, là, la révolution tranquille, là, elle est terminée. Et là, on est rendu qu'il faut tourner la page. Et c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su se réveiller en temps. On n'a pas su administrer comme on aurait dû administrer. Voilà pourquoi c'est un échec. Moi, je trouve ça inconcevable que le chef du Bloc québécois, il est réellement déconnecté, qu'il nous arrive avec une affiche de la sorte, puis qu'il pense celui-là qui est dans le target. Alors que tu vois partout en Occident l'affaissement de la gauche et le réveil d'une certaine droite, et je te dirais même d'une droite de bonne loi pour répéter les termes de Christian Dufault. C'est le retour du balancier. Ben oui, mais t'as pas le choix, t'es rendu trop à gauche. Je veux dire, ça ne tient plus la route d'agir de la sorte. Regarde, pensez, les acquis de la Révolution tranquille, tu te retournes vers le fédéral, tu vas me dire c'est pas le Québec, mais on parle de fonctionnaires, c'est pas mal la même affaire ici. Ça chiale pour 3 jours là, en présentiel. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, réveillez-vous, vous regardez partout là, sur la planète. L'endettement et la social-démocratie est à bout de souffle. On doit revenir un peu plus à droite et on doit remettre des leaders qui vont fouetter un peu le nationalisme, je te dirais d'une façon positive, qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure de se dépasser, de recommencer à se dépasser au lieu de s'être écrasé. Parce que au Québec, depuis des années, lorsqu'on a un problème, on se retourne pas vers nous autres, ben non, entre nous autres, entre voisins ou peu importe. Peut-être à la rigueur, aller voir ton conseil municipal ou créer un organisme, peu importe. Ce qu'on fait, on se retourne vers le gouvernement. Le gouvernement, ce qu'il fait, il va avoir des votes. Ah oui, il y a un problème. Il faut remettre de l'argent. On met de l'argent. On va créer un programme. Après ça, le même gouvernement blâme les citoyens puis c'est de leur faute son manque de courant alors que ça fait 15 ans qu'il n'a pas construit de barrage. Non, mais tu sais, tu regardes des choses. La semaine dernière, avec Sensei Pascal, c'était un peu spécial parce que j'ai été honoré d'un prix la soirée d'avant. Donc, on en parle. Et également, il nous raconte une anecdote de comment il a réussi à gagner son premier char dans un concours à la radio. On va sortir ça. Mais montre-le tes papiers! T'es rendu riche! T'es rendu full riche! Yes, bravo! Et voilà, le meilleur animateur, il est ici, le vendredi matin. Il est certifié en plus, un certificat d'excellence. Il n'est pas juste bon, il est excellent dans ta face. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de contexte, c'est ça. Depuis 2-3 semaines, j'ai su que j'étais en nomination pour le poste de meilleur animateur de l'année au Gala de l'excellence du Collège Barthes, où c'est que j'ai fait mes études en radio. Et c'est ça, je me suis habillé en full saut, malgré que j'étais quand même humble. Ça se peut que je gagne pas, puis c'est correct. Là, juste être nominé, c'est déjà quand même pas pire. Je peux déjà le rajouter à mon CV. Hypocrite, tout le monde dit ça. Là. Bon, ils s'en vont, c'est tapis rouge aux Oscars. Non, je souhaite bonne chance aux 3 autres candidates. Fuck you, tu t'espères qu'ils se pètent tout un tibia pour que tu gagnes ton trophée. Arrête! Non, mais faut rester humble quand même. Faut quand même rester humble, mais c'est ça. Je vais gagner avec l'histoire de la bourse, je n'étais pas au courant, par exemple, parce que sur la liste des nominations, il marquait les bourses dans de telle compagnie pour plein d'autres programmes, mais quand c'était rendu à la section de CRTQ, il n'y avait aucune bourse de marquée. Bon, pas grave, même si c'est juste le prix, je vais être super content pareil, là, tu sais. Mais non, alors c'est une bourse de 500 pièces de Cogeco, incluant aussi un beau petit pen
officiel de Hugo Boss. Ça, je Tu m'attendais. marqué Cogeco dessus? Ah, mais non, c'est le Rythme FM puis FM 93. Bon, ça a rapport avec Cogeco. Ben, c'est Et ça. voilà. C'est Cogeco qui me l'a envoyé, fait que c'est sûr. Hein. Tu vas pouvoir le prendre pour signer ton prochain contrat à Rythme FM. Maudit chanceux. Si, moi, Rythme Tu vas faire les dimanches francophones. Maudit chanceux. Et tabarnak. Alain pourrait t'en parler à quel point que c'est ça. Il y a bien des places que je fit, mais Rythme FM n'en est pas une. Ah ouais? Non, j'ai passé mon cours de programmation musicale, mais pour être bien franc, je suis pas animateur de gars de musique. Tant que j'aime la musique, mais c'est pas mon style. À la fin, ils ont annoncé le gagnant. J'ai été la personnalité FM de Québec, je pense que c'est 2001 ou 2003. Puis venait avec ça, de toute nouvelle Toyota Echo Hatchback jaune. Gracieuseté de Toyota Sainte-Foy. Toyota Sainte-Foy, prends ton char, tourne les clés et décalisse. Jaune, tu sais, je comprends que c'est gratis, t'as après, ça reste un char, mais jaune. Ouais, c'était comme la couleur, ça ressemblait d'une petite boîte à beurre. Mais puis elle volait au vent, man, elle coûtait rien de gaz, mais c'est mon premier char, là. Hey, mais c'est méchant d'histoire, c'est le premier char, tu le gagnes à la radio, c'est malade. C'est malade, là. On a fait la cérémonie dans le concessionnaire et tout, là, avec les ballons, puis j'ai pris le char du showroom, puis j'ai sorti du concessionnaire de char bail, là. Donc, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'allais faire maintenant. I'm going to Disney World. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi et ma blonde, dans le temps, on a tout pacté le char. Hey, j'avais juste mon permis temporaire. Elle avait son permanent, puis on est descendu à Disney World en Floride avec mon char. Fait que premier 5000 km, ça a été aller-retour Québec-Floride. Putain, un peu! La fin de l'histoire est comme semi-cool. Quand je suis revenu au Québec, il y avait une tempête de neige. On a pris la sortie Candiac. J'ai pogné le clos. Perte totale. Ah non. Fait que premier char m'a duré 2 semaines. Merci les assurances. OK, il était scrap ou... Ah oui, le toit, on a fait un 180. Fait que ben voyons donc, toi. Je te jure. Dès que le toit est atteint, il déclare perte totale. Fait que le char m'a duré 2 semaines. Ben voyons donc, ben regarde. D'assurance. J'avais payé des primes d'assurance pendant 2 semaines. J'avais payé genre 400... Ben même pas, mettons 200 piastres d'assurance. Les assurances m'ont remis un char de 30 000. Qui est le câble? J'ai gagné. T'ont-tu donné le même, mais genre l'autre modèle ou... Non, là, c'était le même. Après 2 semaines, il en restait dans le showroom. Ouais, c'est ça. Le gars t'arrive finalement, elle va m'en prendre un autre. J'ai gardé le jaune pareil. Ah, mais c'est fou ce char-là, man. Je l'ai rincé, là. J'ai fait du millage avec, là. Il coûtait rien dans le gaz. Mais il pognait dans le vent, ça avait pas de bon sens. J'avais un 10 bureau qui passait à côté, puis boum, me sortait de 3 pieds. Mais j'ai dormi dans le char-là. J'ai fait des aventures dans le char-là. Ça n'a pas de sens. Il a explosé dans mon parking à Longueuil pour que je m'en débarrasse. Ça, c'est une autre histoire. Il y a un garagiste qui est venu, m'a arrangé ça, ton affaire. Boum. J'étais à la galerie. Ça a explosé, man. Je suis certain qu'à ce jour, le garagiste, il saute d'une oreille, puis j'exagère même pas. J'étais sûr qu'une mine avait explosé. Là, ça a été la fin de la voiture. Mais regarde, il était rendu, man. J'étais quasiment en train de faire la transition avec mes pieds comme d'un pierre à feu. Avec Jacinthe Evarel, cette semaine, on parlait des distilleries du Québec, plus précisément la distillerie Saint-Laurent, qui était au nord de Rimouski, qui a fermé ses portes définitivement cette semaine. À cause de quoi? Ben oui, le monopole de la SAQ. En février 2024, la SAC annonçait une hausse des marges sur les bouteilles de plus de 15 $, qui inclut les bouteilles de vin, mais aussi les spiritueux. Donc, en augmentant sa majoration sur les bouteilles de plus de 15 $, ben, il y a déjà des distillateurs québécois qui étaient inquiets pour la survie de leur entreprise ou pour la vente de leurs produits. Donc, en février, on annonce une majoration des produits. Les producteurs de spiritueux québécois levaient déjà des drapeaux rouges en disant, ben, on est inquiet pour la vente de nos produits. Et cette majoration-là tombait effective le 1er mai cette année. Et puis, justement, quelques semaines à peine, quelques jours après le 1er mai, on annonce déjà qu'on va retirer 150 à 200 produits des tablettes de la SAQ. Et ces produits-là, des distillateurs québécois, ben, il n'y a pas plusieurs alternatives pour distribuer leurs produits. C'était la SAC ou leur propre point de vente sur les lieux de la production de leur alcool. Donc, un seul point de vente, par exemple, sur les lieux de la production. Donc, par exemple, la distillerie Ubalde à Saint-Ubalde, dans le comté de Portneuf, ben, peut vendre ses produits à son point de vente à Saint-Ubalde, mais c'est pas tout le monde qui va faire un tour à Saint-Ubalde. Et les autres points de vente, ben, c'était les points de vente de la SAQ. Donc, si la distillerie Ubalde se voit retirer 5 produits des tablettes de la SAQ, ben, ces 5 produits-là, il va pouvoir seulement les vendre à Saint-Ubalde, ou si le volume des ventes justifie plus la production de ces produits-là, ben, ils vont devoir réduire leur production. Donc, on parle carrément de restreindre les capacités des entreprises québécoises à prendre l'expansion, puis à accroître leurs ventes, parce que finalement, ce choix-là aussi est très arbitraire de la part de la
SAQ. La SAQ va dire, on a trop de variétés de produits, on va réduire l'offre de variétés et on va sélectionner 150 à 200 produits, moins bons vendeurs, selon nos critères personnels, selon nos critères subjectifs. Puis, on va choisir les gagnants, les perdants. Puis, il va y avoir des distilleries qui vont se retrouver finalement avec plus de produits sur nos tablettes ou juste un produit ou deux produits alors qu'auparavant, ils en avaient 10-12, par exemple. Alors, c'est vraiment une décision arbitraire qui va faire mal aux distilleries québécoises, aux entreprises québécoises. Au marché. Au marché aussi. Ben, c'est ça, parce que justement, comme tu le dis, tu as absolument raison, c'est que le cadre présentement, c'est que, mettons, on prend un chiffre purement aléatoire. Présentement, il y a, mettons, l'équivalent pour 1200 bouteilles sur le marché. Mais la SAQ dit non, on a juste assez de place pour en mettre pour 800 ces tablettes. Mais c'est pas une excuse, calvaire. C'est que justement, vu que tu as le monopole, ben, ça fait un goulot d'étranglement que justement, toutes les maudites distilleries puis les producteurs de vins locaux ou whatever n'ont pas le choix de passer par la SAQ. C'est vraiment plate pour eux autres. Déjà, en plus que leur pignon sur rue qui ont le droit dans le distillerie locale ou whatever, ils payent quand même la taxe SAQ alors que la SAQ a rien à voir dans la transformation, dans la vente, dans la commercialisation, whatever. Fait que même localement, ça les avantage pas et qu'ils sont condamnés à être kidnappés par ce modèle-là alors qu'il y aurait une possibilité de croissance de monter à 1200, 1500, 1800 via différentes autres, oui avec la SAQ, mais également avec d'autres types de cavistes plus spécialisés ou des vendeurs qui vendent justement juste du gin ou juste des produits de distillerie, par exemple, ou de spiritueux. Non, la SAQ veut pas ça. Donc, nous, ça reste 800 parce que nous autres, dans nos chers bottes de fonctionnaires, ça, c'est gérable, c'est ce qu'on pense qui est profitable. Le marché, on s'en fout. C'est au Québec, c'est. Hey, ça n'a pas d'allure. Ouais, mais tu as raison, les propos de la vice-présidente de la SAQ, ça sonne l'arrogance. C'est extrêmement fâchant lire tout ce qui est extrait de ces affirmations parce que, en fait, t'entends une fonctionnaire complètement déconnectée de la réalité du milieu des entreprises québécoises. Tout d'abord, t'entends une fonctionnaire qui comprend rien en entrepreneuriat, qui est absolument pas sensible à la réalité des entreprises québécoises, qui a certainement évolué dans un milieu de fonctionnaires avec des amis fonctionnaires, une famille fonctionnaire, qui est clairement pas sensible aux réalités de l'entrepreneuriat, encore moins à l'entrepreneuriat québécois, qui est fragile, qui est un écosystème fragile, et à la réalité du fait qu'elle travaille pour une entreprise, une organisation, une société d'État, détient le monopole. Alors, elle a le monopole par ses décisions, le monopole de tuer une distillerie, de tuer une entreprise québécoise ou de lui permettre de survivre ou de lui permettre de prendre l'expansion et de se développer et de croître et de prospérer et finalement d'être en santé, en bonne posture financière, puis en bonne posture de distribuer ses produits. Alors, c'est un droit de vie ou de mort sur des entreprises québécoises et c'est dit avec tellement condescendance, ce choix-là de retirer 150 à 200 produits des tablettes. C'est vraiment choquant, tu as raison. Ça n'a pas d'allure. Puis surtout en plus que, tu sais, rien qu'au Québec, dans une place, c'est la place pour en faire. Puis autant que, en tout cas, je souhaite que ça change, mais il y a une possibilité que d'ici peut-être justement 15-20 ans, que des distilleries au Québec, il n'y en ait plus bien. Puis qu'on a passé à côté de la vague. Regarde, l'avenir n'est pas fait, toutes les cartes sont pas encore sorties. Mon but, c'est pas d'être trop pessimiste d'avance, mais disons qu'avec les antécédents qu'on a, ça se peut que le Québec devienne quasiment un trou pour ce qui est des distilleries puis de la vente d'alcool puis de spiritueux d'ici plusieurs décennies. Alors qu'on aurait été possiblement une des meilleures places, sinon pas. Et vu qu'on est trop idéologue avec notre estime modèle monopolistique de la SAQ, mais si c'est pas le gouvernement qui l'autorise, mais non, c'est pas assez. Il faut que ça soit centralisé, il faut que ça soit fait selon les cadres de nos chers amis de la classe des fonctionnaires, rendu une classe à part dans la population. C'est dégoûtant. Il y a ceux qui disent qu'on a besoin de ces revenus-là de la SAQ pour financer nos programmes sociaux puis tout ça. La machine doit se payer, là. Tu sais, c'est pas des profits et des taxes et des frais de majoration bruts qui rentrent et qui sont complètement nets à la SAQ, là. Je veux dire, il y a des salaires à payer, il y a des infrastructures à payer, il y a toute la machine de la SAQ à nourrir bien avant d'envoyer le reste de l'argent à l'État. Donc, en moins d'une semaine, le système de santé, il gobe ce que les profits par année que la SAQ fait. Là. On se casse pas le bessic, là. C'est ça. Excusez, là. Et on termine avec notre mairesse Luce Dano, avec qui on parlait à chaud du tout nouveau projet de loi 65 déposé par la ministre France-Hélène Duranceau, qui mettra un moratoire de 3 ans sur les évictions des locataires sur les propriétés des propriétaires. Puis aussi, Québec solidaire a tendance souvent à catégoriser. Si la personne n'a pas 70 ans, par exemple, puis ça fait 10 ans qu'elle a son logement, pourquoi elle
qui a 30 ans, 40 ans, elle serait moins légitime si on veut y aller dans le sens de la protection du locataire, pourquoi elle serait pas autant légitime de garder son logement? Si on y va comme ça, si on y va dans l'idéologie de protéger la personne que... Mais le logement, il appartient pas. Il le loue. Par définition, tu signes un bail ou une entente ou whatever. Tu habites dedans, mais c'est ça. C'est pas à toi. Je peux bien comprendre. Puis moi, tout, c'est ça. J'aurais pas le goût de tomber à la rue du jour au lendemain. Je voulais juste comparer le fait qu'on détermine à 70 ans et plus ou à 65 ans et plus et que le reste est comme, jusqu'à un certain point, je trouve ça discriminatoire ou c'est moi qui comprends mal. Okay? Puis je m'en vais vers cet âge-là, on s'entend, là. Mais je comprends pas. Je me dis toujours quand on adopte une mesure, derrière ça, si c'est pour la protection, ben protéger tout le monde, là, pas juste une catégorie de personnes, à moins qu'il l'explique. Puis je le vois pas, je l'ai pas entendu cette explication-là. Ce que j'ai peur là-dedans, dans une mesure comme ça, c'est qu'éventuellement, on dise, on ouvre à large. Et là, à chaque fois qu'un propriétaire va louer, mais il sera pris pendant 3 ans avec parfois un locataire qui aurait voulu, à un moment donné... se débarrasser. Moi, j'aime pas le mot, mais l'idée est là, effectivement. C'est parce que pour différentes mesures, parce que si on élargit ça éventuellement, ça peut devenir problématique. J'ai connu personnellement des locataires, un de mon père qui a eu un locataire et un de mon conjoint qui a eu un locataire de style assez semblable. Et je pense que j'ai l'impression qu'il y avait une maladie mentale dans les deux cas. Et puis, c'était l'enfer de pouvoir évincer ces locataires-là. C'était extrêmement difficile. Ils ont saccagé le logement, il fallu changer les armoires, refaire les murs, changer les portes. Tout était cassé, tout était saccagé. Et c'est le propriétaire en dernier qui a payé tout ça, là. Oui, puis c'est le débalancement total. Présentement, depuis de nombreuses années, d'ailleurs plusieurs décennies, les lois avantagent le locataire. Et mon but, c'est pas de vouloir dire qu'il devrait avantager uniquement le propriétaire. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Mais présentement, même dans la mentalité politique, peu importe le parti politique, puis c'est ça qui ça montre pourquoi c'est ça, je ne considère pas comme de droite, la CAQ, là. Le locataire est l'éternelle victime, can do no wrong, puis le propriétaire, c'est le trou de cul méchant capitaliste qui veut juste se faire du cash sur le dos des pauvres gens qui peuvent pas se loger. C'est l'image qu'on présente alors que c'est aucunement la vérité. Est-ce qu'il y a des propriétaires crosseurs? Oui, il y en a. Devinez quoi? Des locataires crosseurs, il y en a en tabarnane aussi. Il y en a des bons, comme il y en a des mauvais dans chaque bar. C'est un peu comme quand on voulait garder une job. On essayait d'avoir un bon lien, une bonne relation avec son employeur. Absolument. D'être quelqu'un de correct et de bien faire son travail. Quand on est locataire, on doit faire aussi d'avoir un bon rapport avec son propriétaire, d'être correct, propre, pas être trop bruyant, puis démontrer qu'on veut rester ici. Fait que donc, on fait ce qu'il faut. Il y en a qui le font très, très bien aussi. Et vice-versa, je pense que tu l'as bien dit, il y a des mauvais propriétaires, des mauvais locataires. Et c'est pas non plus quand même, faut pas en faire une généralité. Ah non, puis c'est encore une fois la coercition, on force. Au Québec, on fait jamais confiance aux gens. On fait jamais confiance au marché ou à l'intelligence de l'être humain ou des propriétaires. C'est tout le temps, faut lui rentrer ça dans la gorge, faut les forcer, faut faire des bâillons, puis des mandatoires, puis des règlements, puis des interdictions, puis des ci, puis des ça. On fait jamais de sensibilisation. C'est tout le temps, le bâton, c'est jamais à carotte. À un moment donné, justement, il n'y a pas moyen de déréglementer l'industrie du logement pour donner davantage le goût à des propriétaires d'investir dans ce domaine-là. Je suis pas propriétaire de logement ou whatever. J'ai juste, j'habite seul, mais j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans, là. Regardez la quantité de trucs qu'on enlève. T'es propriétaire, oui, mais pas vraiment. Seulement quand le gouvernement te dit que tu l'es. Le droit de propriété, puis nos droits qu'on a vus durant la pandémie ou d'autres instances avant, c'est-tu des droits ou c'est des privilèges? Parce que des privilèges, c'est justement, on te les autorise, mais du jour au lendemain, on peut tirer à la plug, puis ils sont pas inaliénables. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Sachez que les En toute liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur le YouTube et le Spotify de Yann et Frank. Et si vous voulez voir davantage de contenu exclusif, abonnez-vous au patreon.com/isénéchal. Bon week-end tout le monde.